et que c'est un sujet qui n'a pas été réellement abordé ces dernières années. Il y avait en France l'Institut fédératif français de médecine tropicale, la Fédération française des instituts de médecine tropicale, qui a coordonné le professeur Michel Lebras, qui, vous le savez, malheureusement nous a quittés. Et depuis cette époque-là, il n'y a pas eu de mise au point globale des formations en médecine tropicale que nous avons voulu élargir à la santé internationale, à la médecine des voyages et à la santé humanitaire. Or, il y a toujours des actions qui sont en cours dans tous ces domaines, soit en France, soit dans les pays tropicaux. Et donc, il y a un besoin qui est exprimé par des étudiants en médecine, des professionnels de la santé, et nous avons voulu voir quelle était l'offre donc de formation. Alors, évidemment, là, il faudrait peut-être en débattre pendant une heure, mais la médecine tropicale, nous l'avons mis là entre guillemets, car elle répond à une définition, mais ce terme-là, comme d'autres à son époque, et puis avec le temps, se transforme en fonction de l'évolution dans le monde de la santé dans les populations. Il y avait autrefois la médecine coloniale, il y a eu ensuite la médecine tropicale, et il y a eu, je pense, dans les années 80, la médecine des voyages qui est apparue, et puis un tout petit peu avant peut-être la santé humanitaire. Et dans les années 90, on a parlé de santé internationale. Ce n'est pas forcément une création qui vient de collègues français, hein, c'est plutôt une importation de collègues d'autres régions du monde, en particulier des États-Unis, mais également dans d'autres pays européens. Dans ce cadre-là, ils étaient relativement en avance. Et puis, vous le savez, depuis les années 2000, on parle maintenant de santé globale. Mais pour revenir au terme médecine tropicale, en vérité, c'est l'épidémiologie, les signes, le diagnostic, le traitement, la prévention des maladies dans les pays en développement, les pays les moins avancés ou hors de ces pays. Voilà la définition. Mais vous constaterez qu'il y a là un signe, diagnostic, traitement qui est encadré par deux termes, épidémiologie et prévention, qui fait que la médecine tropicale, eh bien, c'est plus que la pratique quotidienne de la médecine. C'est à la fois la compréhension des mécanismes des maladies, mais au sens très très large, c'est aussi une approche un tout petit peu vers la santé publique, dans la prise en charge de ces maladies, en ce qui concerne en particulier la prévention. Donc la médecine tropicale, finalement, c'est un concept un peu large. Même dès son origine, ce fut toujours un concept assez large. Alors, il faut voir que les choses ont évolué au cours des 3 dernières décennies. Malheureusement, l'un n'a pas évolué, c'est la pauvreté dans le monde. Et cette pauvreté, pour ce qui est de la médecine strictement au sens du mot tropical, elle s'étend, on le sait depuis longtemps, largement en dehors des tropiques. Et il y a également l'évolution de la pathologie. Dans les pays les moins développés, on assiste quand même à une régression des pathologies infectieuses, même si dans beaucoup de pays elles sont encore prédominantes, mais aux dépens des pathologies chroniques, cancer, rhumatologie, cardiologie, etc. Et puis il y a eu au cours des 3 dernières décennies, et surtout dans les 2 dernières, la prise en compte des systèmes de santé, l'importance des systèmes de santé, car connaître les maladies, apporter des médicaments, mais il y a tout ce qui entoure ceci, qui est le système de santé, comment est-il conçu, comment peut-on l'améliorer. Et c'est pourquoi la médecine tropicale elle-même a évolué dans son contenu. Alors, l'exercice de la médecine tropicale, de la médecine des voyages, qui est une sœur jumelle, en somme, de la médecine tropicale, je ne dirais pas une fille de la médecine tropicale, un complément à la médecine tropicale, mais on va s'en apercevoir dans les formations qui sont données. Il y a plusieurs aspects qui sont bien présents
Il y a en métropole les consultations de vaccination, conseils aux voyageurs qui nécessitent une connaissance en médecine tropicale. Il y a la prise en charge hospitalière des pathologies de retour et des pathologies de migrants. Et puis, en dehors des hôpitaux, bien sûr, ces mêmes activités qui existent pour le médecin généraliste et même dans le cadre de prise en charge des migrants prise en charge par des ONG comme je pense par exemple par Médecins du Monde. Alors, en dehors de la France, dans les pays d'outre-mer et territoires d'outre-mer, il y a effectivement la pathologie et pathologie tropicale. Il ne faut pas les oublier, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie ou la Réunion par exemple, Mayotte. Et puis en coopération française, eh bien là par contre, l'exercice de la médecine par des coopérants n'est plus à l'heure actuelle, n'existe quasiment plus. La coopération française fait appel à des experts dans le cadre de gestion des projets, de la santé publique, de la politique, des médicaments, de la recherche, etc. Mais également, il y a quand même des aspects biologiques. Je pense aux instituts Pasteur d'outre-mer, il y a la recherche, la fondation Mérieux. Il y a des aspects, bien sûr, là, d'apprentissage préalable de la médecine tropicale qui sont indispensables. Donc de ce côté-là, de la coopération française, pour le médecin généraliste, même spécialiste qui voudrait, par la coopération française, aller exercer, enseigner, former des gens en médecine tropicale, il y a des courts séjours qui se font, mais il n'y a plus de coopérants français comme j'ai pu l'être, ou plusieurs dans cette salle ont pu l'être. En coopération internationale, c'est le même mouvement. D'ailleurs, c'est le mouvement de la coopération internationale qui a poussé notre coopération française à ne plus s'entourer des mêmes spécialistes. Donc il y a eu une ouverture vers les spécialistes de santé publique qui s'est majorée. On en revient donc plutôt maintenant dans ce cadre officiel de la coopération à de la gestion de projet. Il se crée aussi, il existe des cabinets d'expertise. Il existe encore de la pratique de la médecine tropicale pour des expatriés qui voudraient s'expatrier. C'est tout de même deux types. Un qui s'est développé et qui continue à se développer, c'est les cliniques privées internationales avec des médecins qui prennent en charge dans certaines régions du monde sous forme de plateformes sanitaires dans des cliniques très équipées, en particulier les expatriés, les voyageurs, les personnels d'entreprise par exemple. Ceci s'est développé, il n'existait pas il y a une trentaine d'années. Et puis il existe toujours des missions religieuses qui font appel à quelques médecins, mais c'est très localisé. Et il existe aussi des entreprises, les grandes entreprises de travaux publics, etc., qui aiment s'entourer d'un médecin pour gérer le personnel expatrié et le personnel employé dans les pays. Ceci est nouveau aussi. En mission humanitaire, eh bien, c'est toujours la médecine des catastrophes, des réfugiés, qui est la plus présente. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des opérations militaires, soit sous forme d'intervention lors de conflits, et également d'opérations de maintien de la paix. Donc, les besoins existent. Alors, évidemment, je n'ai pas parlé de la prise en charge des populations de ces pays tropicaux. Et là, effectivement, c'est essentiellement les médecins qui ont été formés sur place, il y en a en plus, qui prennent en charge pour la majorité des cas ces populations. Alors les enseignements universitaires, je passerai assez vite sur des certificats optionnels. Dans beaucoup de facultés en France, il y a eu donc des modules optionnels que peuvent faire les étudiants en médecine en deuxième ou en troisième année de médecine, qui s'intègrent d'ailleurs dans le cadre de master, quelquefois sous forme d'unité d'enseignement,
Et nous avons, selon les facultés, des enseignements qui sont des enseignements de sensibilisation. C'est-à-dire, c'est celui qui était à Marseille, que je coordonnais, c'était santé, environnement tropical. Voilà. Il y avait donc là même une trentaine d'heures sur le sujet, hein. Mais cela se fait aussi à Paris, à Bordeaux, à Strasbourg. C'est pour les premières années de médecine. Et puis ensuite arrive le deuxième cycle avec un enseignement universitaire bien codifié, assez rigide dans sa présentation et sa pratique. Et ceci était valable, ce tableau, jusqu'à, est encore valable pour l'année universitaire actuelle, mais il en est paru un autre qui vient de sortir il y a 15 jours et qui transforme ce deuxième cycle en ce qui concerne les enseignements. Celui-ci, voilà ce qu'il y avait ou ce qui restait de la médecine tropicale, il y avait dans le cadre de la médecine des voyages, dans le cadre du cursus, évalué, hein, ceci est évalué, noté, le paludisme, les parasitoses digestives, mais regardez la liste comme elle est restreinte, giardiase, charcose, amébose, téniasis, oxyrome, mais pas question de parler là d'ankylose ou de l'ankylostomia. Mais nous le rattrapions, nous tropicalistes ou infectiologues, par la pathologie des migrants. Le titre était extrêmement large, donc nous en profitions pour compléter les connaissances des médecins sur le plan tropical. Et puis enfin, il y a la place logique des voyages en pays tropical, avec les conseils avant le départ, et des pathologies de retour qui étaient limitées à prise en charge d'une fièvre et d'une diarrhée. Alors c'était voulu, hein, c'était nous-mêmes d'ailleurs qui avions participé à la définition de ces items, infectiologues. C'était donc pertinent pour la prise en charge par le médecin généraliste d'une pathologie au retour d'un pays tropical ou par l'interne hospitalier. Mais selon les enseignants qui intervenaient, en particulier les hyper-éosinophilies chez nous étaient traités par l'hématologue et non par le tropicaliste. Dans d'autres facultés, c'était le tropicaliste qui les traitait. Alors le nouveau programme est celui-là. En fait, il n'y a pas beaucoup de différences. Il y en a une importante, mais je crois qu'elle est due à la présence, à la participation de quelqu'un ici. Sauf le titre de l'UE qui a changé. Il y a là, ça fait partie d'abord, c'est pas une UE strictement médecine des voyages ou tropicale, mais ça fait partie d'un ensemble de formations, de thèmes qui comprennent la cardiologie, la rhumatologie, etc. Et dans le cadre de l'infectiologie du tropical, le paludisme, les parasitoses digestives, la pathologie infectieuse chez les migrants, c'est inchangé. Et dans le voyage en pays tropical, il y a 3 éléments qui sont indiqués. La vaccination anti-amaryle, certes nous l'enseignions, c'était pas vraiment forcément à inscrire, mais par contre, manifestation cutanée, ici, je pense que... Je suis pour rien. Tu es pour rien? Je pensais que c'était toi. Mais je l'avais mis moi aussi, tu vois, je crois que beaucoup l'ont mis. Parce que la dermatologie tropicale, on ne peut pas l'ignorer chez les voyageurs en particulier, donc c'est tout à fait logique. Et puis on a ajouté dengue et chikungunya, non seulement parce que des voyageurs en sont atteints, mais également dans le souci d'une épidémie qui viendrait à se développer dans notre sud méditerranéen. Je pense que c'est par précaution que l'on a inscrit ceci. Alors, le deuxième cycle étant terminé, que reste-t-il pour acquérir une formation réellement un peu plus poussée sur le tropical, la médecine des voyages, la santé humanitaire, etc. Alors on entre ici dans le 3e cycle, qui s'adresse aussi à des retraités, etc., à d'autres personnes, des professionnels qui veulent intervenir dans le cadre d'ONG, par exemple. Et là, c'est un peu, comme l'a mis Éric Pichard, très hétérogène. Ça s'est beaucoup diversifié au cours des dernières années. Mais en gros, les responsables d'enseignement sont des infectiologues, des parasitologues. Me semble-t-il beaucoup moins fréquemment intervenants qu'autrefois, peut-être, les parasitologues. Je parle là globalement au niveau de la France.
des médecins de santé publique qui s'intéressent à ces aspects, en particulier à la santé internationale, des urgentistes aussi. Alors, les niveaux des étudiants, c'est ce que je vous disais, voilà les professionnels, et les diplômes ont une durée extrêmement variable. Cela va de 15 jours à 2 ans pour ce qui est d'un master ou de la capacité. Alors l'offre de formation, j'aurais dû mettre celle qui a été en 2010, mais c'est à peu près le même nombre, sauf que les diplômes ont changé un tout petit peu. Vous voyez qu'il y a 11 DU en France qui portent sur les aspects que nous avons développés, c'est-à-dire l'ensemble. Médecine tropicale, médecine des voyages, souvent les enseignements sont mixtes, hein, santé humanitaire, pathologie des migrants, santé internationale. 11. En DIU 6, il faut intervenir plusieurs villes. Les capacités, eh bien les capacités n'ont pas changé, ce n'est pas forcément les mêmes villes qui les dispensent. La capacité médecine tropicale, qui est un diplôme national d'une durée de 2 ans, mais comportant une majorité de stages. Et puis, elles sont apparues quand même ces dernières années, des masters. Alors, il y a des masters en santé internationale, il n'y en a pas en médecine tropicale pure, il n'existe pas, mais souvent il y a des masters de médecine tropicale et santé internationale. On va les voir. Donc nous sommes associés avec Montpellier, Marseille Montpellier, Bordeaux, il y a le Grand Ouest, c'est un diplôme national hein, qui dure 2 ans, c'est assez lourd, et il y a au niveau parisien, on y reviendra tout à l'heure, également une capacité. Celle qui ne paraît plus exister est celle de Clermont-Ferrand, qui a longtemps existé, mais il n'y en a jamais eu beaucoup. Hein. Il n'y en a jamais eu. Alors voilà les recoupements, on ne va pas aller dans les détails de ce tableau, mais, alors évidemment, on a mis médecine tropicale en gros. En fait, c'est la majorité sont dans ce cadre de la médecine tropicale, mais souvent sont mixtes, associées à la santé humanitaire, médecine tropicale, santé internationale, santé des migrants. Il y a assez peu de mixité que j'ai rencontré sur ce diplôme-là. Disons, donc vous retrouvez les capacités, et à Paris, il y a 5, 6 et je crois 13 capacités sans en être. On va revenir sur les formations parisiennes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une capacité qui n'est pas administrativement du même ordre que celle universitaire, il s'appelle capacité de médecine d'outre-mer, en somme, qui est faite par le Val-de-Grâce, qui est absolument complète et qui comporte des stages, effectivement, sur le terrain en particulier. Capacité, donc je vous en ai parlé. Il y a des DU, Strasbourg par exemple, 2 DU, mais je pense qu'ils vont faire plus qu'un. En fait, il y avait un DU qui s'appelle à Strasbourg pathologie tropicale, qui était plutôt réservé aux médecins, et l'autre s'appelait, mais avec des enseignements à peu près communs, sauf une semaine de différence, s'appelait santé tropicale réservée aux paramédicaux. Et ceci tend à disparaître. Les enseignements, au cours de ces dernières années, ont été largement ouverts aux paramédicaux, c'est-à-dire c'est le même DU pour les médecins et les paramédicaux très souvent. Il y a également Bordeaux à Saint-Denis de la Réunion qui réalise avec Saint-Denis un enseignement. Et puis il y a des masters, il y en a un à Limoges qui est le neuroépidémiologie tropicale. Il y en a un à Marseille mais qui est dirigé uniquement sur la recherche, qui est le master de pathologie transmissible et pathologie tropicale, qui est sur la recherche. Alors ensuite, quand on va vers la médecine des voyages, il y a des enseignements communs. C'est le cas d'un groupe qui s'est formé là très très récemment, qui est Besançon, Dijon, Nancy, Reims, qui réalise un DU qui s'appelle d'ailleurs DIU, médecine tropicale et des voyages, vous voyez. Donc c'est mixte. Celui de Toulouse s'appelle, c'est intéressant à le relever ici, il s'appelle pathologie exotique, médecine exotique et des voyages. Toulouse. Voilà. Il y en a évidemment de plus purs en médecine des voyages, sans que ça soit absolument rigoureux.
entre les deux, mais il y a un DU Angers-Tours, hein, médecine des voyages. Et j'ai vu aussi qu'il en existait un au niveau parisien. Il y a Lyon et Grenoble. Il y a Strasbourg qui a aussi une médecine des voyages et Marseille un certificat d'études universitaires. Avec la santé humanitaire, il y a un master à Rennes qui n'est pas réellement la santé humanitaire. Il y a une option de spécialité qui est la santé humanitaire. À l'école des hautes études en santé publique, il y a une ONG à Grenoble qui réalise une formation en santé humanitaire. Il y a un DU que je coordonnais jusqu'à l'année dernière en santé humanitaire à Marseille, plus est venu s'ajouter cette année un DU en chirurgie humanitaire. Il y a également un DU à Nancy dans ce cadre-là. À Rennes également. Et Clermont-Ferrand fait un enseignement dans ce cadre, mais qui est médecine tropicale et santé humanitaire. Et en ce qui concerne la santé internationale, nous avons à Marseille un DU qui s'appelle médecine tropicale et méditerranéenne et santé internationale avec Montpellier. Il y a un DIU à Paris. Il y a encore un enseignement qui est très ancien à Montpellier, mais qui dure toujours, qui est santé publique et soins de santé primaire, qui est très actif. Il y a à Bordeaux un master qui fait intervenir une large partie de la santé internationale, qui traite de la santé internationale et de la médecine tropicale. C'est plutôt le tien, Denis. Et puis il y a un autre master, si j'ai bien compris, mais tu vas éclaircir la situation, qui est à côté, mais qui est plus santé, épidémiologie, santé publique. Voilà. Et quant à la santé des migrants, il y a un DU entre Lyon-Saint-Étienne et une ONG à Strasbourg qui traite de la santé des migrants, mais pas uniquement de la santé des migrants. Donc ces formations de 3e cycle ou au-delà sont indispensables car dans le cursus des études médicales en France, il y a peu d'enseignements sur les pathologies tropicales. Donc nécessité à la fois d'une démarche personnelle des gens intéressés et deuxièmement, nécessité aussi d'une professionnalisation car on ne peut plus partir, ou il ne faudrait plus partir comme médecin sans formation préalable dans des pays tropicaux, sans formation préalable dans ce domaine de la pathologie tropicale. On en arrive à la partie parisienne. Donc si tu veux, Olivier, présenter cet aspect. Alors, je vais donc vous parler de ce qui se fait plus spécifiquement à Paris et Île-de-France. Donc, on a monté avec Eric Combe en 1999 un DU spécifiquement attitré à la médecine des voyages, la médecine des voyages santé des voyageurs. Pour des raisons historiques, il est localisé à P6 et P7, même si je le coordonne une année sur deux et que je suis à P13, c'est vraiment pour des raisons logistiques. Il y a entre 20 et 25 participants. Il y a un stage. Depuis un an, on a modifié un peu la formule qui était une après-midi par semaine pendant l'année universitaire pour faire 2 fois une semaine pour faciliter l'accès à des gens qui viendraient de l'extérieur. C'est un enseignement très dynamique et c'est un vrai plaisir, je crois qu'Eric le confirmera, d'enseigner dans ce type de formation, parce que je reviendrai sur d'autres formations où on sent que la motivation est différente, parce qu'on a devant nous des gens qui viennent là pas par hasard et qui ont un vrai besoin de cette formation. Avec Eric, on fait également un séminaire sur la médecine des voyages pour des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à un DIU. Là aussi, c'est des gens très motivés. Ça dure 3 jours, temps plein, et il y a une vingtaine de personnes. Sur le versant ou plutôt plus spécifiquement médecine tropicale et santé internationale, il y a justement 2 enseignements où on sent que la motivation est un petit peu différente, voire un petit peu modeste. C'est un M1 interuniversitaire pathologie tropicale santé internationale où on a 25 étudiants en médecine qui choisissent cet enseignement-là peut-être plus pour des calculs, pour un vrai intérêt. Ça serait intéressant de savoir ce que deviennent ces éventuels étudiants pour la suite des choses, pour savoir s'ils se raccrochent d'une manière ou d'une autre à la médecine tropicale ultérieurement.
Même chose à Paris 7, il y a un certificat optionnel médecine tropicale avec une motivation assez modeste des étudiants qui, encore une fois, doivent s'y inscrire plus pour avoir des points que pour autre chose. Il y a un diplôme d'université à Paris 11 qui est géré par Patrice Bourré. Et puis à Paris 7, Paris 6 et puis Paris 13, parce que c'est la même histoire que pour le DU de médecine des voyages, santé des voyageurs, on a réuni le DU historique Coulot, c'est-à-dire rive droite, et le DU historique santé dans le monde, c'est-à-dire rive gauche, Gentilini. Même chose en 1999, et on a donc remonté un DU avec Eric Combe qui s'appelle médecine tropicale santé internationale. Et là aussi, je rejoins les commentaires sur celui sur la médecine des voyages. On a des gens qui viennent pas là par hasard, avec à peu près un tiers de gens qui viennent d'Afrique essentiellement, et puis 2 tiers de locaux, si je puis dire, et qui ont comme motivation beaucoup l'humanitaire ou un projet d'aller travailler sous une forme ou sous une autre en zone tropicale. Alors c'est un DU assez généraliste, avec une orientation épidémiologique assez forte et une orientation santé publique assez forte, c'est-à-dire qu'on fait peu de pathologie au sens classique du terme, mais ça reste de la formation très généraliste. Un DU cours international parrainé par l'OMS, très spécialisé sur l'infection VIH et autres IST dans les pays à ressources limitées, qui est géré par Paris 7 et l'Institut de médecine et d'épidémiologie africaine, Fondation internationale Léomba, où il y a entre 30 et 50 participants, c'est plutôt 30 maintenant pour des raisons financières, parce que c'est un enseignement qui coûte très cher, puisque la totalité ou la quasi-totalité des participants viennent des zones tropicales, qui connaît un certain nombre de difficultés de gestion et d'organisation, et surtout maintenant de financement. La capacité interuniversitaire de médecine tropicale qui a été évoquée tout à l'heure par Jean, qui est coordonnée à Paris 13 par moi-même et qui fait intervenir également Paris 5 et Paris 6, qui connaît des difficultés en termes de recrutement depuis l'été dernier, puisque comment est-ce qu'on peut dire ça, un décret scélérat de notre gouvernement actuel a demandé au SCAC de nos différentes ambassades de ne plus donner de visa pour les DU et pour les capacités. Et donc notre recrutement qui était limité à 15, avec à peu près moitié de locaux et moitié de candidats qui venaient essentiellement d'Afrique, un petit peu d'Asie, c'est quasiment totalement tari pour l'apport extérieur, puisqu'ils ne peuvent plus obtenir de visa alors qu'il y avait de véritables demandes. Et je crois que c'est vraiment dommage. Un diplôme qui est de type Master 2, qui est porté par Paris 6 dans le cadre d'un Master plus général d'épidémiologie, mais qui a une option médecine tropicale, avec à peu près une petite dizaine d'étudiants qui ont pris cette option. Et puis, dans le cadre d'un master professionnel porté par Sciences Po Sorbonne Paris 1, je signale cette formation-là, mais qui n'est pas en lien directement avec la santé, puisqu'il n'y a pas de dimension santé à proprement parler, mais qui s'intéresse à la coopération internationale et humanitaire, et c'est une formation professionnalisante. Et puis je finirai sur un master spécialisé qui mérite une diapo à lui tout seul, parce que je pense que c'est ce type d'enseignement qui manquait en France, et en tout cas sur Paris et l'Île-de-France, de par son niveau, sa capacité de recruter des gens d'un niveau qui sort de ce qu'on voit habituellement. Peut-être qu'on pourra voir et comparer ce que vous faites à Bordeaux. Alors c'est un master qui s'intéresse, qui est très épidémiologique, qui est porté par l'Institut Pasteur, le CNAM et l'École des hautes études en santé publique, qui est coordonné par Arnaud Fontanet, ici présent, et donc coordonné et qui a été créé par lui-même, qui s'adresse à des gens qui ont déjà un M2, sauf pour les professions de santé, qui du fait de leurs études peuvent l'intégrer au titre d'un Master 2. Donc je ne vous détaille pas, puisque vous voyez sur cette diapo, les différentes orientations de ce master spécialisé sur le risque infectieux,
et qui a une orientation qui n'est peut-être pas exclusivement santé internationale, mais qui est très largement santé internationale, et une grande partie des 15 étudiants qui y participent, pour ne pas dire la totalité, mais Arnaud pourra le préciser, ont une forte orientation sur la santé internationale, et en tout cas, y postulent dans un objectif de rejoindre à un moment ou un autre une activité en santé internationale. Oui, alors autrement, oui, ça reste parisien puisque c'est fait à l'Institut Pasteur. Il y a des formations qui sont très courtes et pour l'épidémiologie et de santé publique de l'Institut Pasteur sur des activités très spécifiques comme l'entomologie, les essais cliniques et la vaccinologie. Je pense que Denis, c'est à toi de jouer. Merci. Merci Olivier, chers amis. Je vais pas reprendre, je vais pas faire la narration de ce qui a été développé spécifiquement sur mon site, parce que je pense que Marseille pourrait proposer aussi l'expérience qui est la leur, pour insister sur 2 ou 3 termes d'expérience prometteuses et en même temps sans doute à conforter à travers une émulation de réseau, et pourquoi pas nationale. Simplement pour dire que je ne cite pas notre capacité, nos DIU ouverts aux professionnels de santé non médecins et non pharmaciens, et un DU spécifique au pays d'océan de la médecine tropicale, mais simplement pour noter le fait que nous avons développé, selon les termes accordés par le ministère et par le conseil pédagogique de mon université, pour ces 3 formations, une partie de la formation offerte à travers un enseignement en ligne. On a droit, enfin j'ai droit en tout cas en tant que Bordelais, à un quota de 1/3 des enseignements qui peuvent être dispensés en dehors de sites dans lesquels ces formations sont offertes par un contact direct enseignant-enseigné. C'est intéressant parce que ça facilite le contact avec des apprenants localisés à l'outre-mer ou dans les pays étrangers. C'est aussi contraignant parce que l'enseignement en ligne n'est pas la dispensation simple, nous le savons tous, de support pédagogique ou de conférence. Elle suppose un tutorat accompagné, un tutorat tracé et un échange permanent avec les étudiants de l'outre-mer ou de l'étranger. Mais c'est sans doute quelque chose de prometteur à condition de disposer d'un minimum de moyens et de beaucoup d'énergie et de détermination de la part de conseils d'enseignants, souvent restreints en termes de personnes ressources. En pratique, cet enseignement en ligne est porté par moi-même, un professeur associé et un de mes assistants. Mais c'est sans doute prometteur. Alors, sur le site bordelais, dans ce qui concerne le domaine de la santé internationale, il existe un master qui est cultivé, mis en place par l'Institut de santé publique, un master qui se structure sur 2 années, comme classiquement dans l'offre de masterisation, qui est donc offert à des apprenants issus des filières très diversifiées, depuis la santé publique généraliste jusqu'à des apprenants qui seraient passés par la microbiologie, la parasitologie ou les filières de médecine et de pharmacie. Le Master 1 est inclus dans un pivot généraliste dans lequel déjà les futurs candidats à une formation de spécialité de santé internationale. Et d'ailleurs, je pense que tu n'as pas intégré ma dernière mouture. Ah bon, d'accord, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du Master 2, le terme de pathologie tropicale a disparu pour se radicaliser ou se concentrer autour du concept de santé internationale, c'est assez symptomatique. Même si les Master 1 qui vont choisir la spécialité santé internationale sont largement accompagnés et partagés dans leur formation pratique entre les infectiologues, en tout cas tropicalistes, et les collègues de la santé publique généralistes. Donc 6 spécialités, dont la santé internationale, avec un stage de terrain grandement attendu et la possibilité, à travers ce master, d'émarger, grâce à la bicéphalité, formation professionnalisante et recherche, à une
à l'école doctorale, à une des deux écoles doctorales de Bordeaux, qui sont singularisées depuis cette année en deux, l'école de biomédecine et l'école de santé publique et sciences politiques. Alors personnellement, en tant qu'infectiologue, je coordonne dans ce master le volet grandes endémies tropicales, c'est-à-dire l'initiation en direction d'une audience souvent jeune, qui n'a pas de culture médicale ni microbiologique, des entités pathologiques essentielles pour des futurs managers de programmes sur le terrain. Je pense que c'est dans le domaine de la santé internationale, de revenir aux fondamentaux du terrain, de la vraie vie et de ce que sont les maladies dans leur histoire naturelle. Ce n'est pas inintéressant quand on prétend ensuite acquérir des objectifs et des compétences, de les appréhender, de les contrôler, voire de les éliminer. C'est un master qui est offert en francophonie. Je vais insister sur une initiative qui a été inaugurée il y a une quinzaine d'années de cela, qui est l'internationalisation, du moins l'européanisation de la formation et du partage d'expériences dans le domaine de la santé au Sud. Cette expérience a été réalisée à travers un réseau européen qui s'appelle Tropics Educate, l'acronyme TropEd, qui initialement était la branche pédagogique de l'association des instituts européens de médecine tropicale, TropMed. TropMed, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Ok, merci. Et TropEd a perduré avec une constitution en une association légale qui est localisée en Allemagne et qui est à présent composée d'une trentaine d'institutions en Europe et dans les pays du Sud ou du Grand Est. Alors, ce réseau a proposé que des enseignants se rencontrent pour établir des standards communs de ce que peut être un niveau de Master 2 dans le domaine de la santé internationale et offre, avec une incitation à la mobilité des apprenants, c'est ça? Oui, ok. La possibilité d'une labellisation par la Commission européenne d'un parcours de master réalisé dans une des universités, dans une des 30 universités ayant adhéré à la charte de ce réseau. Grosso modo, pour adhérer à la charte de ce réseau en termes d'offres pédagogiques, l'apprenant doit réaliser, dans le domaine de la santé internationale, un cours de base qui dure en moyenne 3 mois. 3 mois, ça offre 3 crédits transférables selon le système européen. Ce cours de base est constitué de disciplines pivots qui vont, au moins théoriquement, dans ce qui est affiché sur le site des différentes universités adhérant à la charte, les méthodes épidémiologiques de base, la parasitologie, la microbiologie de base, une initiation aux sciences humaines et sociales, une formation dans le domaine des grandes maladies endémiques, un aspect extrêmement solide désormais dévolu à la transition épidémiologique et sanitaire dans les pays du Sud et dans les pays émergents. Et à partir de ce cours de base, l'étudiant est supposé réaliser des modules dits optionnels avec, en termes de règles, au moins la réalisation de ce parcours optionnel au sein de 2 institutions différentes parmi les 30 universités et établissements de niveau d'enseignement supérieur membres du réseau. Le tout complété par un mémoire de 3 mois et offrant un total de 20, 40 et 60 crédits. Donc une université qui est capable d'offrir un parcours dans le domaine de la santé internationale avec en sus l'incitation à la mobilité va offrir à l'apprenant la labellisation de son master universitaire propre, spécifique, un label Commission européenne complémentaire. À partir de cette initiative de mise en commun de moyens et d'objectifs pédagogiques communs, il y a eu successivement 2 initiatives qui ont transformé un peu l'essai de cette tentative d'européanisation, d'internationalisation des masters. Le premier, c'est la création d'un master Erasmus Mundus qui court jusqu'à l'an prochain et qui est dévolu donc au niveau Master 2. Alors, à partir des 30 institutions adhérant à la charte TropEd, il y en a 10
qui ont choisi d'aller un peu plus loin et qui ont bâti un programme, cette fois-ci, qui va de la flexibilité de l'invitation à la mobilité à un programme contraint, mais cette fois-ci très accompagné, puisque accompagné de bourses et d'un support tout à fait substantiel au niveau financier, pour que cette mobilité soit d'une part possible, d'autre part soit réalisée dans des conditions très confortables, tant au niveau des transports, tant au niveau de l'hébergement que de la manière d'honorer les crédits obtenus dans les différentes institutions du programme. Alors, ce programme Erasmus Mundus a été accrédité par la Commission européenne, a été le premier diplôme conjoint, c'est-à-dire octroyé dans un seul expire par l'ensemble de ces 10 universités, et actuellement est en train de continuer à essayer de trouver sa voie pour le futur, avec à la fois des moyens qui sont attribués aux étudiants et à la fois des moyens substantiels attribués à des enseignants en vue d'échanges entre universités. Alors ces moyens, ils sont dépendants de plusieurs critères. C'est à la fois un fois une limite, c'est-à-dire pour une fois, quand on est un étudiant ou un apprenant originaire des pays du Sud, eh bien la bourse est beaucoup plus élevée pour réaliser le parcours que lorsque l'on est un étudiant originaire d'un pays de l'Union européenne. Deuxièmement, il faut savoir que ce master, qui est très attractif en termes de labellisation, d'accompagnement, impose aux enseignants des critères quelquefois un peu étonnants, tributaires des règles européennes pour la sélection des candidats. Par exemple, chaque année, on nous dit, attention, il y a par exemple la Syrie qui est en guerre, et puis les pays limitrophes qui pâtissent également de la guerre civile, le Liban, la Turquie. L'Irak est dans une situation, lui aussi, relativement précarisée. Donc, dans votre quota d'apprenants, prêtez attention au fait que non seulement les étudiants candidats à votre programme issus de ces pays devront être recrutés avec préférence, mais les bourses les plus efficaces, les plus substantielles, leur seront de manière prédominante attribuées. Voilà, ça peut être intéressant en termes éthiques et en termes politiques, mais c'est beaucoup plus contraignant encore que l'application du principe d'équité ou de parité entre les deux genres, même si cette année, nous avons une prédominance de 4/5 de collègues féminines. Alors, c'est les institutions qui ont construit le master Erasmus Mundus sont figurées ici. Et nous avons pour le moment des institutions associées, constitutives du réseau et associées dans les pays du Sud, en sachant que, évidemment, cette géographie porte la troisième contrainte de ces programmes d'internationalisation, à savoir que ces enseignements sont dispensés à l'intégrum, y compris dans les pays latins, en langue anglaise, y compris pour l'encadrement des étudiants dans les laboratoires d'accueil de santé publique ou en dehors de la santé publique. Donc ce master est une formation anglophone avec une mobilité non plus flexible et avec incitation mais fléchée, très parrainée et encadrée, un diplôme conjoint multisaut et une structure qui va retrouver assurément la structure du master et du diplôme qu'Arnaud Fontanet a construit à Paris et que nous appliquons à Bordeaux pour la charte générale du réseau Troped. Une formation de base qui est dispensée dans une des institutions membres du réseau Erasmus Mundus et qui va profiler la constitution et la formation d'une filière. La filière 1, contrôle des maladies, la filière 2, le système de santé, la filière 3, la santé reproductive et sexuelle, la filière 4, la santé de l'enfant, et la filière 5, méthode de recherche dans le domaine de la santé. À partir de ce cours de base, les étudiants inscrits dans une filière donnée vont réaliser une mobilité dans une autre institution. Pour la filière 1, bien, cette mobilité se réalise à Bordeaux.
pour lesquels les étudiants vont payer et en vue de l'acquisition de 15 crédits à travers 5 modules spécifiques dévolus, l'un au VIH, l'autre à l'épidémiologie des maladies tropicales que je coordonne, et la pharmacoépidémiologie des médicaments dans les pays du Sud. Il y a un autre module dans le domaine des contrefaçons des médicaments, et un autre qui a pris une grosse place, et une place extrêmement importante, qui est construite par l'école de sciences politiques et le département d'anthropologie, un module dévolu aux sciences humaines et sociales dans les pays du Sud, et qui est coordonné par Marc-Éric Gruenet, qui est un directeur de l'IRD nouvellement nommé à Bordeaux. La thèse est réalisée dans un des laboratoires ou un des pays ou dans une situation excentrée au sud, sous la coordination de l'université porteuse de la filière. Voilà, ça c'est l'exemple de Bordeaux. Et les autres filières peuvent être déclinables selon la même construction, avec une formation qui se termine pour la filière numéro 2 à Copenhague, la numéro 3 à Amsterdam, la numéro 4 à la London School et la numéro 5 à Bergen. Tout cela est quand même relativement riche et difficile à coordonner. À l'intérieur même de chaque filière et également à l'intérieur du consortium. J'en suis devenu depuis 1 an et demi le coordinateur général, et ça me prend un certain nombre d'heures dans ma semaine. Ce qui est intéressant, et par-delà le devenir certain ou incertain de cette expérience, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le principe de l'autonomisation des universités, à travers lesquelles on est amené à fonctionner un peu à l'américaine, si nous avons une expertise bien repérée, nous pouvons devenir attractifs pour des étudiants qui ont repéré les crédits susceptibles d'être acquis à travers un module donné. C'est ainsi que dans le module que je coordonne, où il y a une formation dite avancée dans le domaine de l'épidémiologie des maladies tropicales, mais où interviennent l'entente interdépartementale de lutte contre les moustiques, donc une part d'entomologie vécue sur le terrain dans des conditions qui ne sont pas forcément très hostiles, hein, comme le parc national du Tech à côté d'Arcachon. Un collègue qui est détaché à Bordeaux 2, qui travaille sur les maladies négligées, et puis un de mes élèves qui est actuellement en poste au Canada et qui, avant de revenir à Bordeaux, est accueilli comme scolar au sein de cette filière. Et bien, on a réussi cette année à recruter des Américains, des Australiens, des Africains, et pas que des Africains anglophones, et des Asiatiques, hein, qui ne sont pas obligatoirement des Indiens ou des Chinois. Car les premières années, ce sont les Indiens et les Chinois qui avaient raflé toutes les bourses. La deuxième initiative qui est inaugurée cette année est une initiative non plus de programme de mastérisation, mais toujours à partir du réseau Troped natif, la création d'une internationalisation d'une école doctorale dans le domaine de la santé globale. Le consortium qui forme cette initiative est constitué par l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, l'Institut de santé globale de Barcelone, le KIT d'Amsterdam et mon université. Donc cette initiative, là aussi pour le moment accompagnée d'un support boursier conséquent pour les apprenants et pour les enseignants, de la part de la Commission européenne, encourage la réalisation de doctorats en mobilité, avec des règles aussi qui ne sont pas très très simples. Et dans l'intitulé déclinant l'acronyme Transglobe, Transdisciplinary Global Health Solutions, on voit que pour l'heure, ce sont surtout les parasitologues, entomologistes compris, les microbiologistes qui tirent la part belle de cette initiative, et c'est sans doute très heureux. Nous, à Bordeaux, nous avons 4 candidats qui sont dans le pipeline. Un qui sera rattaché à une unité INSERM d'immunologie et qui travaillera sur une approche très très en amont de développement de médicaments de la leishmaniose cutanée. Un étudiant qui travaille dans également, qui sera accueilli dans qui aura comme homme institution une unité INSERM
de parasitologie associée à l'IRD à travers le cadre des laboratoires internationaux et qui travaillera sur le développement de médicaments de la trypanosomose humaine africaine. Une étudiante qui travaillera sous ma coordination sur l'approche épidémiologique de l'évaluation du statut nutritionnel des enfants au Sud. Et puis un quatrième étudiant qui travaillera sur les contrefaçons des médicaments dans une PST dédiée à cette rubrique au sein de la faculté de médecine. Voilà ce que j'avais à dire de mon expérience de l'internationalisation des masters, qui est sans doute un enjeu, sans doute attractif, qui demande quand même beaucoup d'énergie et qui ne pourra pas perdurer sans des adaptations et des réseaux qui ne soient pas que européens. C'est une invitation et aussi peut-être à œuvrer pour que l'anglophonie n'emporte pas tout sur son passage dans cette offre et dans ce devenir. Merci. Ça va être rapidement terminé. Il y a l'école de hautes études en santé publique qui a mis au point un enseignement. Le siège de cette école devait être à Paris, puis finalement est à l'école de santé publique de Rennes. Il y a là un master en 2 années, mais la part réellement de la santé tropicale n'est pas très apparente, alors que normalement il y a eu des discussions préalables à la création de cette école devaient amener à intégrer cette part de santé internationale et de médecine tropicale. Ça n'a pas été fait. Il y a un petit aspect santé humanitaire en collaboration avec la Croix-Rouge, un parcours de ce côté-là, mais de l'ordre de 3 semaines à peu près. Je parle ici, peut-être y a-t-il un représentant du service de santé des armées. Non. Mais j'ai donc parlé avec Christophe Rapp et Fabrice Simon, ce sont 2 professeurs, l'un à Marseille, l'un le premier à Paris, l'autre à Marseille, et donc ils m'ont décrit le parcours actuel de la formation tropicale des médecins des armées, avec une 6e année de médecine, donc le DCEM 4, où il y a un certificat de médecine tropicale. Autrefois c'était à Bordeaux et Lyon, puisqu'il y avait les 2 écoles. Maintenant, il ne reste donc plus que Lyon. C'est une introduction à la médecine tropicale. Puis ensuite, on entre dans le 3e cycle. Et là, les internes ont une formation très approfondie. Dans le cadre de la médecine tropicale et de l'épidémiologie, ces enseignements ne se déroulent pas. Ce sont de toute façon ceux-là toujours déroulés à l'école du Val-de-Grâce en 4 semaines. Et puis ensuite, pour ceux qui vont sur les théâtres d'opération ou qui vont être spécialistes hospitaliers, il y a une capacité de médecine des missions extérieures. Donc je l'ai intégré dans le cadre des capacités de médecine tropicale nationale. Ça s'appelle là le CAMEX, ça s'appelait le BEMEX il y a peu de temps. Cette formation du BEMEX était réalisée à Marseille, et puis maintenant elle est donc avec la fermeture de l'Institut de médecine tropicale du Pharo, réalisée donc à l'école du Val-de-Grâce, semble-t-il. Je croyais qu'elle était réalisée à Lyon, puisqu'ils ont regroupé une partie des enseignements à Lyon après avoir quitté Marseille. Et il y a également, dans le cadre du service de santé des armées, des formations courtes d'1 semaine, en particulier sur les infections, maladies infectieuses transmises sexuellement, également laboratoire en situation précaire, qui lui est à Marseille. Il y a également un DU d'épidémiologie à Marseille, lutte contre le paludisme. Il y avait un DU contre le paludisme qui a disparu. Il y a des enseignements ciblés, mais j'irai assez vite. Sauf, je crois qu'on n'a pas parlé du premier, qui est très important, c'est le cours international francophone de vaccinologie, qui est fait sous l'égide de l'université Victor Ségalin à Bordeaux, dont s'occupe Denis Malvy, mais avec le parrainage de la Société de pathologie exotique. Et il y a là, à la fois, cet enseignement sert d'unité d'enseignement dans le cadre d'autres diplômes. Et ce cours international francophone de vaccinologie, la personne qui la connaît le mieux ici, c'est
Pierre Saliou, qui pourra répondre à vos questions. C'est un enseignement qui regroupe chaque année à peu près 30 étudiants, qui est très approfondi. Il y a bien sûr la mycologie médicale. C'est la première fois là qu'on va parler de mycologie. Il semblerait qu'il y ait un diplôme d'université à l'hôpital Tenon, mais ce n'est pas de la mycologie tropicale. C'est à l'intérieur d'un diplôme, comme dans beaucoup de ces enseignements, il y a une unité qui est de mycose tropicale profonde et de mycose tropicale superficielle. L'entomologie médicale, d'après ce que j'en sais, il y a un enseignement IRD, Institut Pasteur, qui est toujours présent. Peut-être vous me compléterez là-dessus, mais c'est peut-être en voie de transformation. Dermatologie tropicale, Eric, je ne sais pas si tu continues le diplôme, donc c'est quelque chose qui est né il y a 2 ou 3 ans déjà. Ça fait 15 ans. Excuse-moi. Donc il est suivi par un nombre d'étudiants conséquent. C'est le seul enseignement dans ce domaine-là en France et peut-être même en Europe. Ensuite, il y avait un DU d'épidémiologie sur les maladies transmissibles tropicales à Marseille, mais qui se reconvertit sur l'épidémiologie des maladies en France, qui est fait par les militaires. Et puis un DU intéressant, c'est celui sur les maladies infectieuses et le foie, car c'est fait par Gilles Pialou peut-être. Et il a fait quand même appel, il a essayé d'inclure du tropical là-dedans. Il faut y penser aussi qu'il y a des formations dans le cadre des ONG, Bioforce par exemple, mais ce n'est pas tropicalisé comme enseignement. Il y a là les associations médicales missionnaires de l'Université catholique de Lyon qui offrent pour des paramédicaux des parcours de formation qui sont intéressants. Et puis au niveau international, il ne faut pas oublier l'Institut de francophonie de médecine tropicale de Vientiane avec la direction de Louis Busson qui est le 2e vice-président de la Société de pathologie exotique, enseignement de qualité francophone, essentiellement avec des participations d'étudiants du sud-est asiatique qui se déroule sur 2 ans, et il a la chance de bénéficier de la présence de structures de recherche, en particulier l'Institut Pasteur de Vientiane et la Fondation Berger. Il y a également, dans le cadre de la santé internationale, à l'Université Senghor de la francophonie à Alexandrie, une création qui remonte à une trentaine d'années, un parcours spécial qui s'appelle Santé internationale, avec de l'infectiologie, où intervient en particulier Christophe Rapp comme médecin militaire, et un parcours de vaccinologie où Pierre Saliou intervenait, mais le relais est donné actuellement à qui? Migliani. Professeur Migliani, qui est un professeur de santé publique au niveau des armées également. Il ne faut pas oublier les petites formations de l'Institut Montalieu, un cours international de vaccinologie, puis des cours sur le diagnostic, et il y a un enseignement là. Et puis un autre Burundi. Et un autre Burundi. Donc l'internationalisation à Paris. Alors en fait, depuis 10 ans, c'est ce que j'ai mis comme remarque, mais il y en a d'autres possibles, c'est qu'en gros, il y a le même nombre d'enseignements. Ce qu'il y a, c'est que les titres de ces enseignements se sont diversifiés, beaucoup diversifiés. Un enseignement pur appelé médecine tropicale n'existe quasiment. Et c'est pas plus mal. Ensuite, il y a une tendance à la fusion des enseignements. On l'a vu là au niveau parisien depuis une dizaine d'années, mais à Marseille nous sommes associés à Montpellier par exemple. Le Grand Ouest existe depuis un certain temps en matière, vous avez vu aussi sur le nord-est, Nancy, etc., Reims se sont associés, Lyon, Saint-Étienne, etc. Et ça va dans le bon sens aussi. Il y a de petites formations, il ne faut pas négliger, et qui sont souvent très suivis par les étudiants qui de cette façon-là, acquièrent une compétence dans un domaine particulier. Je pense à la vaccinologie, etc. Ceci n'existait pas il y a 20 ans. N'existait pas. Il y a aussi une place accrue et se développant des grandes écoles.
qui viennent sur le secteur universitaire, s'allient au secteur universitaire, peuvent s'aligner sur un secteur hors de celui-ci, comme l'Institut Pasteur, et c'est très bien parce qu'ils apportent des compétences, en particulier dans le domaine de la santé internationale, des compétences que nous n'avons pas dans les facultés de médecine. Je pense à la gestion, aux politiques de santé, au système de santé en particulier, et c'est très bien aussi. Puis bien sûr, il y a l'apparition des masters, qui est relativement récente, dont certains sont en santé internationale, mais d'autres mixtes, médecine tropicale, santé internationale. Et puis il y a une tendance à une internationalisation des enseignements aussi qui est très nette. Le meilleur exemple est probablement celui rapporté par Denis à Bordeaux. Alors les perspectives, j'en ai mis quelques-unes là, mais il peut y en avoir d'autres, puis on peut les discuter. C'est la poursuite du regroupement, renforcement de l'internationalisation, développement des enseignements à distance. Denis, tu en as parlé, mais en fait c'est en train de se développer beaucoup plus rapidement que ce diaporama ne l'exprime pas, ne l'exprime. En particulier à Marseille, le master qui a pris la suite du mien, qui s'appelle maintenant Santé publique, Société, Développement, va réaliser des enseignements aussi à distance. Et puis il y a aussi des enseignements à distance entre une fac française et une faculté africaine, comme celle de Bamako par exemple, avec leur master de santé publique, qui est largement appuyé par l'ISPED, je crois, de Bordeaux. Et ceci est en train de se mettre en place. Je pense que les facultés françaises ont intérêt à avoir un pendant et une relation avec une autre université outre-mer, si ce n'est faire partie d'un réseau réellement international. Alors, Éric Pichard et sur toutes ces diapositives, là, est à la base de ces diapositives, mais lui, il a dit qu'il faut reprendre le flambeau de ce qui avait été fait il y a une quinzaine d'années, l'Institut français des médecines tropicales, essayer de recréer un réseau. On l'a encore vu il y a une année, il y a eu des échanges de mails entre infectiologues sur ce sujet-là. Essayer au moins de savoir l'offre de formation, c'est ce qui pourrait être ici une initiative, car il y avait eu ce travail-là il y a une dizaine d'années, mais il faut arriver à présenter, mais il faut aussi arriver à entretenir ce type d'offre. Et pour ceci, il faudrait quelque chose qui se crée. Alors lui pensait à la Société de pathologie exotique, ou à une autre structure, car c'est assez difficile de s'occuper de toutes ces formations quand on s'occupe d'un domaine particulier, comme la médecine tropicale, comme la médecine des voyages, etc. Et il vaut mieux une structure qui soit un peu pluridisciplinaire, un peu neutre sur ce côté-là, pour ne pas faire de jaloux. Et il avait évoqué le rôle de la Société de pathologie exotique. Mais encore, ceci... par l'appellation pathologie exotique, limiterait-elle le champ possible de l'attractivité pour aller pour mieux connaître cette offre de formation? Il faudrait trouver quelque chose à créer de ce côté-là en France. Voilà, on vous remercie pour votre écoute. Alors nous allons... Et nous sommes disposés à répondre à vos questions et à faire intervenir certains dans la salle qui ont les compétences pour mieux répondre que nous à certaines des questions. Vous n'avez pas parlé d'une participation éventuelle des écoles vétérinaires, ce qui me semble très important dans le cadre d'une pathologie prise dans son ensemble et de structures écologiques des maladies. Donc c'est vrai, dans la Société de pathologie exotique, vous savez que nous avons certains membres qui sont vétérinaires. Oui. Mais dans ce cadre de l'information, je ne suis pas allé du côté effectivement des vétérinaires. Il faudrait voir ce qu'ils ont leur propre master, hein, oui. Mais pas forcément. Mais il y a dans les spécialités de certaines formations qui sont dirigées sur les zoonoses, en particulier tropicales, c'est exact. Et les vétérinaires, on l'a déjà vu dans certaines réunions, sont très intéressés par des échanges avec nous. Et
puis dans l'épidémiologie des maladies atteignant l'humain, effectivement, interviennent largement, et surtout sur les dernières, les épidémies, la partie tropicale, animale intervient beaucoup. Oui, bravo pour ce bilan très positif de tous les enseignements offerts en médecine tropicale. C'est un sujet assez brûlant qui intéresse beaucoup de monde en ce moment, et je voulais vous apporter l'information de ce qu'on fait à l'Académie de médecine et d'une réunion qui aura lieu le 22 octobre sur la médecine tropicale, situation actuelle, propositions, perspectives. Cette réunion est organisée, j'y participe largement, avec Éric Pichard, qui n'est pas venu hier alors qu'on a beaucoup travaillé hier, avec Michel Dumas, neurologue à Limoges, très international, avec le général Jean-Étienne Touze et avec Dominique Richard-Lenoble. Donc nous préparons cette réunion, donc, qui aura lieu donc, le 22 octobre, à partir de constats un peu pessimistes, trouvant que la médecine tropicale avait un petit peu décliné depuis quelques années, malgré ce bilan que vous avez présenté aujourd'hui, avec plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que la plupart des enseignants de médecine tropicale en France, rattachés à l'infectiologie, n'ont généralement pas fait de terrain, à l'exception de quelques-uns, ce qui était le cas autrefois, avec la fermeture du Pharo, qui est une catastrophe, avec la dispersion des centres compétents en France, qui commencent à s'organiser entre eux, mais c'est encore insuffisant par rapport à d'autres pays européens où c'est beaucoup plus centralisé, que ce soit la Belgique à Anvers, l'Allemagne à Berlin, les Anglais à Londres et Liverpool. Et le résultat, c'est que notre visibilité internationale de médecine tropicale française est devenue très insuffisante et pas toujours représentée dans les réunions internationales. Voilà. Alors, cette réunion que je vous annonce, et vous êtes invités, parce que c'est une réunion ouverte à tout le monde, va essayer de développer quelques perspectives qu'on a un petit peu évoquées tout à l'heure, le renforcement de réseaux français, de réseaux internationaux, et d'échanges avec les pays du Sud, d'échanges d'enseignants et d'échanges d'étudiants avec les pays du Sud, essentiellement francophones bien sûr, mais pourquoi pas anglophones aussi. Voilà donc l'information que je voulais vous apporter de la part de l'Académie de médecine. Merci d'Éric Pichard, parce que je le trouve un peu pessimiste. Oui. Et donc j'ai éliminé quelques négations sur son diaporama. Oui, je pense qu'on est dans une situation un peu paradoxale, où d'un côté, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste, d'un côté il y a une assez forte demande, mais de l'autre côté, et une assez forte demande à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a une demande et un besoin de formation de base, il y a une demande et un besoin de formation spécialisée, et une demande et un besoin de formation de niveau élevé international. Et en face de ces besoins et de cette demande, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, et qu'on se retrouve dans cette situation où on se pose la question de savoir s'il faut qu'on abandonne certaines formations, notamment les formations de moins bon niveau, très généralistes, où on se dit est-ce que c'est vraiment très utile de former des gens qui après vont avoir probablement assez peu d'action en médecine tropicale, est-ce qu'il ne faut pas se polariser ou se mettre toute l'énergie sur les formations de plus haut niveau? Mais si on fait que des formations de plus haut niveau et s'il n'y a pas la base pour sensibiliser les gens, peut-être qu'on n'aura pas un recrutement, en tout cas un recrutement local français suffisant. Et je dois dire que je ne sais pas très bien, en dehors de raccourcir les nuits, ce qu'on ne peut pas faire à l'infini, je ne sais pas très bien par quel bout prendre ce côté paradoxal. Alors, l'arrivée dans cette danse de gens comme Arnaud, qui ont une expérience très internationale et qui ne vient pas d'un univers strictement universitaire, justement, comme il a pu créer quelque chose de nouveau, il a pu lui donner un élan international et du niveau qu'on connaît tout de suite, ce qui nous était beaucoup plus difficile parce qu'on était encore empêtrés par notre histoire et par nos enseignements classiques,
qu'on a beaucoup de peine à abandonner, et je ne suis encore pas sûr qu'il faille l'abandonner, mais là on est dans un entre-deux qui n'est pas très simple à gérer. Mais le côté très rassurant, encore une fois, c'est qu'il y a une demande. On n'a pas 3 personnes devant nous, c'est pas vrai, on a des enseignements où il y a encore des gens motivés, passionnés, et on en a 10, 20, 30, 40. Je suis Alain Vigourou, je représente l'association professionnelle de santé en coopération. Je voulais vous dire que nous, au niveau de cette association de professionnels, il y a une question qui nous taraude depuis un moment, c'est on se pose la question de l'adéquation, formation, compétences et emploi par les organismes, que ce soit les organismes internationaux et les ONG. Pourquoi on s'est posé cette question-là? Parce qu'on s'est aperçu que le traditionnel parcours qu'on pouvait avoir, comme était le mien, c'est-à-dire qu'on partait de la formation médecine tropicale puis santé publique, a quand même évolué depuis ces dernières années. Et notamment, on s'aperçoit que les compétences recherchées sont bien différentes. Même au sein des ONG, on s'aperçoit que des nouveaux métiers apparaissent. Par exemple, les métiers de coordinateur de projet, de programme, les métiers de plaidoyer, qui sont des forts métiers actuellement, et on s'aperçoit que ces parcours-là sont des parcours qui sont hors santé, on pourrait dire. En général, ce sont des gens qui ont suivi un cursus école de commerce ou un cursus en droit. Donc la question qu'on se posait, et puis qu'on n'a pas fini d'élucider parce qu'on voulait organiser un colloque sur cette thématique finale, comment on peut avoir aujourd'hui une cartographie des métiers recherchés et comment on peut les anticiper pour favoriser une meilleure appréhension de la formation, finalement, en fonction des emplois recherchés. Ça, c'est donc une première observation que je voulais partager avec vous. Et la question que moi j'ai, en regardant, en suivant votre projection, que j'ai trouvé très intéressante, puisqu'on a une véritable cartographie de ce qui se fait actuellement, non seulement en France, mais également avec des ponts qui sont axés vers les différents pays européens et voire à l'international, c'est au final, quel retour avez-vous de vos apprenants qui sont maintenant formés et qui ont été employés par différents organismes? Qu'est-ce que vous en retirez, je dirais? Avez-vous assez d'informations pour pouvoir modifier vos cursus? Et y en a-t-il beaucoup qui se perdent dans la nature, on pourrait dire? C'est la question que je pose. Voilà. C'est difficile parce qu'à ma connaissance, peut-être que vous êtes à cette démarche-là, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'évaluation du devenir des... On en a fait dans le master, oui. Bon. Je peux donner donc les indications. On a fait 2 mémoires successives là-dessus pour savoir ce que devenaient les diplômés de la 2e année du master. Alors le master autrefois s'appelait Ingénierie des systèmes de santé, puis il a été transformé. Il était fait avec le laboratoire de santé publique de Marseille. Et je l'ai appelé ensuite Problèmes de santé et développement des systèmes de santé, pour revenir un peu sur le médical. Et puis là, il s'appelle Santé publique, Société, Développement. Nous avons fait donc 2 évaluations. En fait, nous avons à peu près 50% des étudiants, 30% des étudiants font autre chose, prennent d'autres voies, etc. C'est quand même beaucoup. Et puis ensuite, il y a à peu près 30% des étudiants qui sont dans des ONG, à des postes, et c'est vrai, de responsabilité, coordonnateurs de programmes, etc., avec notre master. Mais le master n'était pas forcément dirigé sur uniquement la gestion ou la planification de programmes d'ONG. Et puis, nous en avons en fait 20% qui sont effectivement dans des structures de santé publique qui répondent à des politiques de santé, etc., ce que nous enseignons. Et puis il y en a 10%, peut-être un peu plus, 10% alors dans les structures pour lesquelles était dirigé, si vous voulez, le master, et puis il en reste 20% qui continuent des études, alors qu'ils se spécialisent. Parce que le problème de ces masters, souvent, c'est qu'ils ne sont pas assez spécialisés. Déjà dans leur appellation, ils sont un peu flous. Quand on appelle un master santé publique, développement, problème de santé, pour reprendre quelques mots de ces 3 appellations, eh bien, lorsque la personne va avec son diplôme chercher un emploi, on leur a dit « mais qu'est-ce que vous savez faire exactement ?» Voilà.
Donc ça nécessite, à mon avis, et puis il faut regarder, le master, c'est quand même des étudiants qui sont seulement, qui ont 5 années d'études supérieures, hein, en dehors des professionnels de santé, médecins ou pharmaciens. Donc ils continuent, une bonne formation, c'est l'économie de la santé, on n'en a pas parlé là, mais par exemple, certains sont allés travailler à Clermont-Ferrand, et ils trouvent effectivement des postes. À partir de là, ils trouvent des postes. S'ils se dirigent sur des carrières de gestion, s'ils ont une double compétence, droit humanitaire et notre compétence, ils trouvent facilement des situations aussi. Voilà. Ça ne suffit pas. Là. Même au stade, disons, master, c'est pas de là que la personne va pouvoir avoir une expérience. Par exemple, l'éducation sanitaire en France, dans le cadre tropical en particulier, eh bien, il n'y a pas grand-chose, je crois, de ce côté-là. Et on réclame sur les appels d'offres internationaux, et je fais partie de la SPROCOP et je le vois, vous avez envoyé des dépêches, des appels d'offres, l'éducation sanitaire, la gestion de programmes, les projets, c'est là qu'on trouve les appels d'offres, les postes. On les trouve sûrement plus en médecine tropicale, mais on les trouve dans ces secteurs-là. Et on n'a pas pour l'instant suffisamment de formation dans ce cadre-là, mais on y tend. Hein, Denis, le docteur Fontanet aussi. Et je pense que la difficulté, c'est que les choses se sont construites sur des bases historiques, mais pas du tout de façon organisée et structurée. Ce qui fait qu'on traîne des enseignements qui ont évolué certes, mais qui ne se sont pas recomposés dans un environnement où on dirait on a besoin de ça, on fait ça, et puis ensuite on a besoin de ça et on fera ça, ce qui permettrait justement, sur des bases de formation généraliste, et ça les DU peuvent l'apporter, d'avoir des masters beaucoup plus spécialisés, alors que des masters généralistes ont probablement pas de plus de place maintenant. Oui. Jean-François, Oui, non, simplement, je voulais savoir s'il y avait une relation entre la formation européenne, dont on a parlé très largement, et qui est assez originale, avec NOA, qui est la formation en médecine humanitaire du Conseil européen, qui est exactement calquée sur le même modèle, avec une formation de base, un réseau de 10 ou 15 universités européennes, une obligation de mobilité avec une acquisition de crédits dans 3 ou 4 universités différentes, et ça débouche sur un diplôme qui, semble-t-il, est assez apprécié au plan international. Le tout, bien entendu, en anglais. Et je crois que, je ne sais plus s'il y a une université en France qui est coopérative. Mais ce qui est frappant, c'est que ça ressemble beaucoup à ce que tu as montré là, mais ça ne porte pas le même nom. Alors je pose la question de savoir si c'est 2 entités différentes, ou bien s'il y a parce que moi je me suis occupé un peu de moi, mais il y a 2 ou 3 ans. Alors je ne sais pas si ça a disparu au profit de celle-là, ou si les 2 coexistent. Mais à mon avis, il y a vraiment des relations assez étroites entre les 2. Ce sont deux réseaux différents, C'est 2 réseaux différents. avec des partenaires néanmoins communs et certains modules qui sont communs aux 2 offres. Alors l'offre de NOA, de ce que j'en sais, et je réponds avec prudence, c'est un peu le niveau 1 d'une offre de beaucoup de modules, d'une 300aine de modules, comme le niveau 1 de TropAid, et qui valorise des parcours européens avec incitation à la mobilité. Mais ils n'ont pas un master conjoint et avec les règles à la fois européennes et acceptées par les académies, les pays subsidiaires et les universités. Mais nous avons des modules en commun entre universités partenaires de ces 2 réseaux. Ça en reste là. Ça reste 2 réseaux distincts pour l'heure. Mais plus humanitaire, non? Oui, médecine humanitaire. C'est la médecine humanitaire, ou santé humanitaire. Je ne sais plus quel organisme, mais je crois que c'est la direction, la DG8, je crois, de l'Union européenne qui gère ça. Non, parce qu'il y avait des enseignements de médecine humanitaire dont on n'a pas beaucoup parlé, mais il y en a eu plusieurs. Je crois qu'il y a une chaire de médecine humanitaire aux arts des métiers maintenant.
je crois que c'était Kouchner quand il était titulaire à un moment, mais ça a changé maintenant, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Et puis il y avait des petits enseignements quand même qui se faisaient à gauche à droite en métier humanitaire. Moi-même j'en faisais un d'une vingtaine d'heures. Ça a duré, je sais pas, je l'ai fait pendant 20 ans peut-être. Je crois que c'était un des premiers trucs qu'on avait fait dans le cadre alors des études normales de tout étudiant en médecine. À Necker, il y avait une obligation, il y avait un certificat de médecine humanitaire dans le cursus obligatoire, qui est devenu ensuite optionnel parce que bon, il y a eu une petite transformation, mais ça a duré jusqu'à il y a 2 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait des capacités de médecine tropicale? C'est une aberration qu'en France, on ait un enseignement qui donne une compétence, c'est-à-dire qu'on peut mettre sur sa plaque de médecine tropicale, alors qu'on ne pratique plus la médecine tropicale au sens où on l'enseigne en France. Alors, moi, avec Éric Pichard, on s'était renseigné auprès du ministère pour savoir comment on pouvait faire évoluer ça vers une capacité de médecine des voyages, parce que ça aurait un sens, que des généralistes puissent afficher qu'ils ont une compétence en médecine des voyages. Sauf qu'ils nous ont dit, ah ben non, ça c'est pas possible, on ne recrée plus de capacité, et si vous voulez faire ça, vous risquez de tout perdre du tout. Alors là, on se trouve confronté à 2 solutions, soit on triche, et on pratique un ensemble de médecine des voyages en laissant une appellation de capacité de médecine tropicale, enfin, tricher c'est quand même pas forcément la meilleure solution, soit on abandonne tout, parce qu'on s'épuise, je crois, beaucoup, enfin en tout cas moi le premier, à gérer des capacités de médecine tropicale où on a 10 Pékins qui vont, je ne sais pas trop quoi faire de ce diplôme, puisque c'est, à l'étranger ça n'a aucun sens, ça n'a un intérêt juridique, si on peut dire, ou administratif qu'en France. Donc là peut-être qu'il faudrait une action conjointe de différentes sociétés savantes auprès du ministère pour obtenir qu'on change d'intitulé, mais avec le risque de tout perdre. C'est vrai que la capacité de médecine tropicale, elle a presque une vingtaine d'années. Mais les dossiers même d'évaluation, je ne sais pas, chaque année, ou même périodiquement, qui sont... oui, mais pas forcément. De temps en temps, il n'y a pas d'évaluation non plus. Il y a une espèce de reconduction routinière de ces capacités de médecine tropicale qui sont assez lourdes à enseigner dans la partie théorique. Alors, en fait, ce qui se passe dans beaucoup d'enseignements et de facultés, c'est qu'il y a un diplôme princeps et on se sert des modules de ce diplôme-là pour les recomposer et créer sur le papier un autre diplôme. C'est-à-dire que, en fait, on fait d'une pierre deux coups, c'est la même semaine d'enseignement, mais qui entre dans des cursus d'enseignement qui portent une appellation différente. Donc quand je vous dis qu'il y en a autant que ce que j'ai présenté, en vérité, il faudrait bien regarder, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'heures d'enseignement, mais il ne faut pas croire qu'une fois qu'on a terminé l'enseignement de la capacité de médecine tropicale, on va commencer l'enseignement du DU de médecine des voyages et de médecine internationale. Pas toujours, je ne dis pas que ça soit le cas, mais très souvent, nous l'avons fait à Marseille. C'est-à-dire que l'enseignement de la capacité de médecine tropicale n'est pas un enseignement autonomisé, mais est pris dans d'autres enseignements. Moi, j'ai pris le parti à Bordeaux, quand même, tant que nous conservons le vocable tropical, d'imposer que le stage pratique soit réalisé au sud. Avec, au sein d'institutions sur lesquelles nous sommes en convention, il y a le Vietnam, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a le Bénin... il y a Madagascar à travers différentes structures et cela en fonction du parcours initial et du projet de l'étudiant. Quelqu'un qui vient de la biologie est accueilli à l'Institut Pasteur de Madagascar. D'autres, nous avons un terrain électif dans le contexte de villages dans lesquels sont réalisés des essais, par exemple d'évaluation de stratégies du paludisme autochtone chez l'enfant, chez la femme enceinte. Ça, c'est, je pense, le minimum, sinon il y a tromperie sur la marchandise. Il y a un stage à l'étranger. Et puis nous avons imposé un module de biologie ou de l'utilisation de l'outil biologique en ressources limitées au Sud. Pour marquer le fait que, bon, ça, en effet, comme tu le disais, un généraliste ou un collègue issu d'une autre spécialité qui pourrait mettre sur sa plaque médecine tropicale et le minimum de dignité et d'expérience de ce que peut être non seulement la médecine tropicale, mais son pléonasme, la médecine sous les tropiques.
La capacité quand même de médecine tropicale, C'est j'ai lourd. l'impression, mais vous n'allez pas me dire ce que vous en pensez, c'est qu'il y a relativement peu d'étudiants qui s'inscrivent à la capacité de médecine tropicale par rapport au DU, par exemple, ou au DU. Bah, c'est sur 2 ans, c'est plus, sur 2 ans. c'est plus lourd et le bénéfice n'est pas plus évident que le DU, il faut bien le connaître. Absolument. Jacques? Oui, justement, nous, la capacité de médecine tropicale de l'Ouest, c'est un petit peu la démarche qu'on a, un peu avec la vôtre, à savoir qu'il y a une différence quand même entre le DU qui dure 1 année, dans la majorité des cas, qui s'adresse à des personnes plutôt en médecine des voyages, qui vont accueillir des patients qui désirent voyager, avec parfois des patients qui ont des problèmes, savoir s'ils peuvent voyager ou pas, savoir ce qu'ils vont trouver sur place. Et la capacité de médecine tropicale, c'est-à-dire la capacité de connaître la médecine telle qu'elle est en zone tropicale. Donc, d'où impérativement un stage, comme le disait Denis, impérativement un stage de terrain où les gens vont se rendre compte que la médecine en zone tropicale n'est pas la même que celle pratiquée chez nous, et que les patients qui reviennent de ces zones tropicales, avec parfois des diagnostics que l'on peut penser un peu erronés parfois, eh bien, tout ça, c'est ces médecins qui auront compétents en médecine tropicale sur leur plaque, comme le rappelait Olivier, c'est des gens qui savent les intérêts, les limites de la médecine telle qu'elle est pratiquée en zone tropicale. D'où le stage impératif. Mais moi, on est venu un petit peu maintenant dans l'Ouest à la forme d'enseignement telle qu'elle est faite à Marseille-Montpellier, c'est-à-dire le DU commun pour la première année et la deuxième année, quelques enseignements théoriques et en particulier dans les structures de biologie qui s'intéressent un peu à la médecine tropicale, que ce soit des structures de recherche, parce qu'il y a des programmes de recherche, des correspondants éthers ou des choses comme ça qui se passent au nord, bon, des structures locales de biologie, mais impérativement, bien sûr, aller faire un séjour et une codirection de mémoire d'un encadrant du Sud et d'un encadrant du Nord et une présentation de mémoire. Donc c'est la capacité de l'Ouest à cet aspect maintenant. Après, pour l'avenir, pour ne pas trop s'épuiser en l'état actuel de la situation des enseignants et des gens de bonne volonté, le débat ouvert est est-ce que, comme nous l'avons réalisé dans notre discipline d'infectiologie avec un desk coordonné en termes de formation théorique avec l'ensemble des partenaires universitaires, il ne conviendrait pas de réfléchir à planifier une capacité. Personnellement, je pense qu'il reste encore un espace dévolu à l'adjectif tropical, c'est-à-dire certes de la médecine, la face nord de la médecine tropicale, c'est-à-dire la médecine des voyages, mais aussi de l'exercice de la médecine au sud, mais qui soit porté par l'ensemble des universités dans lesquelles il y ait des tropicalistes engagés et prêts à mouiller la chemise. Il y a une seule capacité nationale. Une capacité interuniversitaire, pourquoi pas Oui, mais portée ou avec des inscriptions dans des universités subsidiaires et un collège fédératif et fédérateur. Ce qui n'empêcherait pas qu'on crée une capacité de médecine des voyages Oui, oui, bien sûr. pour l'exercice en France. Et je pense qu'au terme tropical, il faudrait peut-être y associer et médecine des voyages. C'est un choix. Je ne pense pas, parce que c'est deux choses trop différentes. C'est un choix. Le généraliste qui en France s'intéresse à la médecine des voyages, il n'en a rien à faire. Ah de ouais, savoir si. Les tests rapides, Sur le outils biologiques petit et livre que tu as l'éducation fait, avec raison, tu as quand même mis, ça s'appelle, le petit livre s'appelle très bien, Médecine, pathologie tropicale et médecine des voyages. Ça s'appelle médecine des voyages, médecine tropicale Voilà. et des migrants. Donc, un bon médecin mais des ça, c'est voyages, pour embrasser large. je crois qu'il gagne à connaître les pathologies et les maladies tropicales. Tu vois ? Ah oui. Je suis pas sûr, mais ça se discute. Est-ce qu'il ne faut pas sortir un peu des tropiques et parler, avec le vieux terme, de pathologie exotique et ne pas oublier la Sibérie? On pourrait. Les voyageurs qui ne partent pas toujours sous les tropiques. Exactement. Congo, tuberculose. Bien. Est-ce qu'il y a encore une autre remarque, question, complément ou une information que vous voudriez donner? Me semble-t-il, un domaine n'a pas été envisagé,
c'est tout le développement de ces différentes écoles d'ethnopsychologie et ethnopsychiatrie qui s'intéressent très spécifiquement à la santé des migrants. Donc merci d'avoir été attentif et puis d'avoir participé là, à cette table ronde. Et on vous souhaite tous les trois une bonne soirée.